Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le jeudi 4 juin 2026 et notre cher ami Patrick Henningsen est avec nous. Bienvenue, Patrick. Ravi d'être avec vous, Nima. Patrick, commençons par hier. Que s'est-il passé dans le dossier du Liban? Les États-Unis ont annoncé qu'un accord avait été conclu entre le gouvernement libanais et les Israéliens. Quels en sont les points? Quelles sont les conditions ou les clauses de cet accord? D'après les informations, le Hezbollah doit cesser toutes les attaques et se retirer au sud du fleuve Litani. C'est le premier point. Le Liban a déclaré qu'il n'avait aucune intention hostile envers Israël et aurait désigné le Hezbollah comme un ennemi de l'État libanais. Les forces armées libanaises prendraient le contrôle exclusif de la sécurité dans les zones désignées, en excluant les groupes armés non étatiques. Les deux parties ont réaffirmé qu'elles ne cherchaient pas le conflit l'une avec l'autre et ont convenu de poursuivre des discussions directes en vue d'accords plus larges sur la sécurité et la paix. Les négociations politiques et sécuritaires devraient reprendre pendant la semaine du 22 juin avec la médiation continue des États-Unis. Alors, selon vous, est-ce que tout ça a du sens pour quelqu'un au Liban? Je ne parle pas du gouvernement, mais des gens et du Hezbollah. Parce que le problème avec Israël, c'est le conflit entre le Hezbollah et le Liban. Et la question de l'occupation du sud du Liban n'a rien à voir avec le gouvernement libanais. Comment vous voyez la situation? Parce que Donald Trump, d'une certaine manière, est désespéré. Il sait que l'Iran lui met la pression, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient attaquer le nord d'Israël. Et vous voyez, il est sorti avec ce genre de... Enfin, moi je ne vois aucun avenir pour cet accord. Mais selon vous, que se passe-t-il vraiment entre Israël et le Liban? Le projet de proposition que vous venez de lire, il a été rédigé soit par Washington, soit par une combinaison de Washington et d'Israël. Ce sont eux qui l'ont écrit, et ils le remettent ensuite au gouvernement libanais en lui disant « Voilà l'accord que vous allez présenter ». Il est tout simplement impossible que ça vienne du Liban, ou de quelqu'un au Liban, si on parle franchement. Et ce qu'on a à Beyrouth en ce moment, c'est ce qu'on appelle un gouvernement fiduciaire. Un gouvernement fiduciaire. C'est un peu comme dans une prison, quand le directeur nomme quelques détenus pour surveiller les autres. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune souveraineté. Ils sont là, symboliquement, pour gérer, vous savez, les détenus, si on peut dire. C'est ça, Joseph Aoun et Nawaf Salam, le président et le premier ministre du Liban en ce moment. En réalité, ils ont été nommés par les États-Unis et Israël. Donc c'est un contrôle américain et sioniste total sur le Liban. Et leur objectif, celui des États-Unis, ils l'ont dit très clairement. Tom Barrack, c'est l'ancien homme de confiance de Trump, son intermédiaire dans les affaires de la région. Ensuite, il a été promu envoyé spécial ou ambassadeur en Turquie, et tout à coup, il devient envoyé spécial chargé du Liban. Il a été très clair sur le fait qu'il veut voir une guerre civile éclater au Liban. Il n'emploie pas ces mots exacts, mais il parle bien d'utiliser l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah. En réalité, ça revient à promouvoir ou même à imposer l'idée d'une guerre civile armée au Liban. Et vous savez, c'est très facile pour les Américains de parler comme ça, parce qu'ils ne sont pas libanais. Ils n'ont aucun enjeu au Liban. Pour eux, le Liban, c'est juste une case sur un échiquier. Et pour Israël, c'est un territoire futur qu'ils veulent annexer. Voilà tout. Alors, quand vous entendez Tom Barrack, Trump ou n'importe qui venant des États-Unis, du Conseil Atlantique ou du département d'État, enfin, ce qu'on appelle encore le département d'État aujourd'hui en Amérique, qui est en réalité devenu une sorte d'annexe de l'ambassade d'Israël, eh bien, c'est ça qu'il faut comprendre.
Mais quand on entend ce genre de discours, c'est en réalité simplement les États-Unis qui travaillent main dans la main avec Israël tout en faisant semblant d'être deux parties distinctes. Les États-Unis prétendent vouloir freiner Israël, alors qu'en fait, ils forment un partenariat absolument parfait. Ils sont sur la même longueur d'onde, mot pour mot. Les Américains ne se soucient pas des civils libanais. Pour eux, les Arabes qui vivent dans le sud du Liban sont une gêne et ils aimeraient les voir partir. Ils voudraient que cette région soit vidée de sa population, comme Gaza ou la Cisjordanie, pour laisser la place à plus de colonies, à plus d'expansion israélienne. C'est donc un élément clé du projet du Grand Israël, l'annexion du sud du Liban, pas seulement jusqu'au fleuve Litanie, parce qu'Israël a besoin de cette source d'eau douce. Ils ne peuvent pas dépendre uniquement du Desdaith. Ils ont besoin de l'eau douce du Liban. En réalité, Israël a toujours convoité l'eau douce libanaise. Ils veulent la voler. Ils veulent s'emparer de cette rivière, de cette eau, comme ils se sont emparés du plateau du Golan, comme ils prévoient encore de le faire. Et c'est important, Nima. Il ne s'agit pas seulement du fleuve Litanie. Israël voudrait une zone tampon au-delà du Litanie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une question de territoire au Liban, c'est aussi une question de ressources en mer. On parle ici des gisements de gaz naturel au large du Liban. Les États-Unis, à travers leurs différents agents, leurs institutions financières, et en alimentant beaucoup de divisions confessionnelles et de rivalités entre milliardaires libanais, ont fait en sorte que le Liban ne puisse pas exploiter ces gisements de gaz naturel au large des côtes du Levant. Donc, pendant que les milliardaires se disputent pour savoir qui va mettre la main dessus, rien n'est vraiment exploité comme il faut. Le Liban reste une économie à l'arrêt, complètement dysfonctionnelle, avec une monnaie en chute libre. Bref, un vrai désastre. Et tout ça, c'est voulu, parce que Israël a toujours cherché à garder cette ressource énergétique du Liban comme un actif non productif, pour gagner du temps, le temps de se mettre en position pour la prendre. Et aujourd'hui, ils sont tout près d'y arriver. C'est l'un des grands objectifs dans toute cette affaire, avec l'eau douce, et aussi le vol des terres agricoles du Sud, extrêmement fertiles, un peu comme ce qu'Israël a déjà fait en volant et en occupant illégalement les fermes de Sheba. Ça aussi, c'est un territoire libanais. Et donc, c'est une terre agricole, très fertile, très rentable, que l'État d'Israël cherche à s'approprier pour ensuite en exporter les produits. Et si on regarde ce qu'Israël fait à chaque fois qu'il s'empare d'un territoire, il s'empresse de développer les ressources économiques des terres qu'il a prises pour en faire un atout économique performant. Et dans leur esprit, cela vient encore renforcer, d'une certaine manière, la justification de leur présence. Ils vont l'occuper illégalement, ils vont la prendre, et ils diront, « Eh bien, vous savez, les gens qui étaient là avant, les Palestiniens ou d'autres, ne faisaient rien de cette terre. Alors on l'a prise, et maintenant, elle est rentable, elle est mise en valeur. Et c'est grâce à nous, les Israéliens. » Donc, s'ils en ont la possibilité, ils vont poursuivre ce même comportement au Liban, sur terre comme en mer. C'est la première chose. Ils ont enveloppé tout ça dans un discours de sécurité. D'accord? Et puis, l'un des grands mensonges dans toute cette affaire, malheureusement, et c'est vraiment au cœur de beaucoup de problèmes dans la région, c'est cette idée qui sert énormément Israël de qualifier tout le monde de terroriste. En gros, toute personne qui s'oppose à leur agression, à leur occupation. Et rappelle-toi, Nima, Israël a tout au long de cette période, et même bien avant le 7 octobre, toujours conservé illégalement des territoires libanais. Ils ne se sont jamais complètement retirés du Sud-Liban. Ils occupent encore aujourd'hui, illégalement, certaines parcelles de terre dans le Sud-Liban. C'est pour ça que le Hezbollah existe.
Depuis le début, le Hezbollah, en tant que mouvement politique, en tant que milice locale, une milice de défense, un mouvement armé de libération, s'est opposé à une occupation illégale de son territoire. Par définition, selon le droit international et la Charte des Nations Unies, c'est ainsi que le Hezbollah est classé. Et cela vaut aussi pour la résistance palestinienne. Voilà pourquoi ils ont, selon eux, le mandat de faire ce qu'ils font. Il s'agit donc de défendre la frontière. Parce que l'armée libanaise, enfin ce qu'on appelle l'armée libanaise, avec tout le respect qu'on leur doit, n'est en réalité qu'une force de sécurité intérieure un peu renforcée. Les Américains, à cause de... Et ça vient directement d'Israël. L'un des rôles importants du lobby israélien aux États-Unis, c'est de faire en sorte que Washington exerce une pression pour dicter les conditions imposées à l'armée libanaise, ce qu'elle peut acheter ou non en matière d'équipement militaire. Et Israël a insisté pour que Washington impose des restrictions à l'armée libanaise. Pas de défense aérienne, interdite par les Américains. Pas de force aérienne non plus, interdite par les Américains. C'est assez absurde quand on y pense, mais c'est bien la réalité actuelle au Liban. Parce que Israël voulait garder un contrôle total sur l'espace aérien libanais depuis plusieurs décennies. L'une des raisons principales, c'est qu'Israël voulait pouvoir utiliser cet espace aérien pour envoyer ses avions de chasse de l'armée israélienne au-dessus du Liban, afin de tirer des missiles sur la Syrie pendant 15 ans et le faire en toute impunité. Et si le Liban avait eu une défense aérienne, ou simplement la capacité de contrôler son propre espace aérien, Israël n'aurait pas pu, en gros, jouer le rôle du rebelle modéré ou d'Al-Qaïda, leur force aérienne, en quelque sorte. Pour Al-Qaïda et les rebelles modérés en Syrie, à partir de 2011, jusqu'à ce qu'Al-Qaïda prenne le contrôle de Damas avec Mohamed al-Jolani, qu'on appelle aujourd'hui al-Sharar, Ahmed al-Sharar. Donc, Abu Mohamed al-Jolani, Ahmed al-Sharar, je crois que c'est bien ça. Oui, donc l'ancien adjoint d'Abu Bakr al-Baghdadi au sein de Daesh et le fondateur d'Al-Qaïda en Syrie, que Donald Trump a encensé, invité à la Maison-Blanche, pris en photo avec lui comme s'il s'agissait d'une star. Eh bien, cet homme-là, un chef d'Al-Qaïda qui décapite des gens, a bénéficié du soutien aérien d'Israël. Lui et tous les autres terroristes soutenus par les États-Unis, soutenus par Israël, formés et soutenus par la Jordanie, soutenus par la Turquie, par la France, par les Pays-Bas, par le Royaume-Uni, par l'Allemagne, en fait par quasiment toute l'OTAN, soutenus aussi par l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Koweït. Le Liban est donc très important parce que cela a permis un déploiement constant et sûr de missiles aériens, de munitions et d'autres armements, frappant sans arrêt des cibles en Syrie. Cela a fini par transformer le pays en un État en échec, en détruisant les infrastructures, tout en prétendant viser le Hezbollah. C'est pour ça que c'est un point clé. Il est donc très facile de créer une situation de guerre civile au Liban. Très facile pour les États-Unis et Israël d'essayer de provoquer ça, d'accord? Mais le fait reste que l'armée libanaise, elle, n'est pas équipée pour affronter le Hezbollah. Ils ne le feront pas. Je ne crois pas qu'ils puissent le faire de manière crédible. Ça mènerait à une guerre civile sectaire au Liban. Tu vois, après que le pays a déjà mis des décennies à se remettre d'une guerre civile imposée par l'Occident et par Israël. La première guerre civile libanaise a été présentée d'une façon telle que même les Libanais ont fini par croire qu'elle opposait simplement des factions internes. Du coup, ils sont restés méfiants, toujours en train de prendre parti, avec cette mentalité partisane et communautaire qui s'est installée dans le pays. Pourtant, quand on regarde l'histoire avec un peu de recul, c'est évident. Ce n'était pas une guerre civile, c'était une guerre étrangère. Le Liban a été utilisé comme champ de bataille. En réalité, c'était, à bien des égards, une guerre entre la Syrie et Israël. Et le Liban, lui, n'était que le terrain de combat.
Et c'était les États-Unis qui agissaient soit en coulisses, soit sur le devant de la scène pendant l'administration Reagan, puis plus tard à nouveau en coulisses, avec l'argent de l'USAID, la CIA opérant dans l'ombre pour maintenir ce niveau d'instabilité et de dysfonctionnement dans ce pays. Et nous voilà en 2026, l'Amérique, les néoconservateurs, le parti belliciste mené par Donald Trump et Netanyahou en Israël. Ils pensent être tout près d'atteindre leur objectif final, éliminer toute dissidence, toute résistance au Levant. Le problème, c'est que ce n'est sans doute pas réaliste. Ça ne va pas marcher. Et imaginez qu'un gouvernement libanais puisse déclarer qu'il ne souhaite aucun mal à Israël, alors qu'Israël massacre des civils libanais, tue des gens à Beyrouth, à Tyr, partout à Nabatie, dans tout le sud du pays. C'est tout simplement impensable. C'est risible et c'est une véritable trahison du peuple libanais par ce gouvernement marionnette, ce pantin américain et israélien. C'est honteux qu'un responsable libanais puisse lire une telle déclaration. Mais on voit bien qu'elle a été rédigée à Washington, c'est évident. L'arrogance qu'elle dégage, c'est un texte écrit à l'étranger, probablement à Tel Aviv, validé à Washington, puis remis au président et au premier ministre libanais. Et on leur dit « lisez ça ». Et voilà. Donc en réalité, c'est presque impossible pour eux de mettre ça en œuvre, sans parler du fait qu'Israël bombarde en toute impunité. Ils sont en train de bombarder le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Tyr. C'est un endroit où tellement de civilisations se sont superposées au fil du temps. C'est un lieu d'histoire absolument fascinant. Et Israël n'a aucun scrupule, pas plus que les États-Unis, à raser cette ville, à la réduire en un tas de gravats, puis à faire venir Jared Kushner, ou peu importe qui, pour construire de nouvelles tours là-bas et annoncer qu'il y aura une station balnéaire. Ça ne leur pose aucun problème. Alexandre le Grand, les Égyptiens, les Byzantins, les Romains, si on remonte encore plus loin, il y a une richesse historique incroyable à Tyr. Et ensuite, l'excuse d'Israël, c'est de dire, eh bien, il y a le Hezbollah caché dans le quartier chrétien, donc on va tout aplatir. Quitte à provoquer, vous savez, un ratio de victimes d'environ 80% de civils pour 20% de combattants. Tellement de civils vont mourir. Mais ce n'est pas seulement ça. Il s'agit aussi de détruire les habitations. Il y a encore un grand camp de réfugiés palestiniens à Tyr. Je ne sais pas combien de personnes y vivent, mais c'est extrêmement dense. J'ai été à Tyr de nombreuses fois. Je connais très bien l'endroit. C'est vraiment surpeuplé. Plus de 200 000 personnes dans ce tout petit camp de réfugiés palestiniens. Alors Israël s'en servira comme prétexte, comme ils l'ont toujours fait. C'est constant. Pendant la guerre civile libanaise, dans les années 80 et 90, tout le fondement de l'implication israélienne, c'était qu'ils éliminaient des terroristes palestiniens au Liban. Et maintenant, c'est le Hezbollah. Exactement le même prétexte. Le Hezbollah n'existerait pas sans l'occupation illégale et brutale du Sud-Liban par Israël. Point final. Et le Hezbollah n'est pas un proxy de l'Iran. C'est un argument complètement fabriqué, répété à l'infini par les États-Unis. D'accord? Ce n'est pas le cas. Le Hezbollah vient clairement du Sud-Liban. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ils n'ont pas de branche terroriste à l'étranger. D'accord? Ce n'est pas Al-Qaïda ni Daesh. D'accord? Quoi que vous pensiez de ce que sont réellement ces organisations, ce n'est rien de comparable. Mais c'est ainsi que le Hezbollah a été classé et interdit par les États-Unis, Israël, Bruxelles, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et quelques autres pays européens, le Canada et les États-Unis. Et c'est tout. Donc, en gros, ça te donne carte blanche pour bombarder massivement n'importe où tu penses que ces soi-disant terroristes se trouvent. Regarde Gaza, par exemple. C'est tout le fondement du génocide à Gaza.
C'était une guerre contre le terrorisme. C'est sous cette bannière qu'Israël a commis ce génocide. Voilà, tout simplement. C'est la même chose. C'est la source de tellement de problèmes dans la région. C'est cette désignation, cette étiquette qui donne aux auteurs, aux États, le droit d'appliquer des politiques de terreur d'État, d'anéantissement total, au nom de la guerre contre le terrorisme, selon leur propre justification légale. Et ça crée l'instabilité. Ça crée la crise. Ça crée les guerres. C'est pour la même raison que les États-Unis et Israël attaquent l'Iran. Ils affirment que l'Iran est un État terroriste, qu'il finance le terrorisme, et ainsi de suite. Mais au fond, si on met de côté toutes ces étiquettes, toute personne qui résiste à l'agression ou à l'occupation des États-Unis ou d'Israël sera à un moment ou à un autre qualifiée de terroriste par le système juridique occidental, et bien sûr par Israël. C'est un schéma constant qui se répète depuis 50 ou 60 ans, disons plutôt 50 ans, et surtout au cours des 30 dernières années. Et j'affirme, d'un point de vue académique et objectif, qu'il est impossible d'avoir un vrai dialogue, une analyse sérieuse et impartiale, ou même la moindre solution, encore moins un règlement politique, tant que les États-Unis et leurs alliés s'accrochent à cette politique consistant à interdire, à étiqueter, puis à qualifier de terroriste toute forme de résistance aux crimes de guerre, au génocide, à l'occupation ou à l'apartheid. Et c'est un vrai problème, historiquement. Je pense qu'on regardera un jour cette période de l'histoire, Nima, surtout les 40 dernières années, et on se rendra compte à quel point ça a été une catastrophe absolue. Et ça a été une catastrophe parce qu'on lui a donné une couverture légale, tout simplement pour passer outre le droit international, tu vois. Donc cette idée, c'est la base de toute l'action israélienne. C'est qu'ils ne croient pas devoir respecter ou reconnaître aucune loi humanitaire, aucune résolution de l'ONU, aucune règle internationale, rien du tout, parce qu'ils mènent, selon eux, une guerre contre le terrorisme, pure et simple. Et je pense que, en prenant un peu de recul, si on a la chance, comme société, de vivre assez longtemps pour pouvoir regarder en arrière et analyser ces 40 dernières années, eh bien je crois que c'est exactement la conclusion à laquelle les experts arriveront, quoi qu'on puisse me dire. Je pense que le point que vous avez soulevé à propos de l'eau douce et du fait qu'Israël en dépend parce qu'ils utilisent actuellement des usines de dessalement est très important. Vous avez mentionné le fleuve Litani, et c'est la même situation dans le sud de la Syrie. Le territoire actuellement sous occupation israélienne produit 20% de l'eau douce de la Syrie. 20%, rien que sous l'occupation israélienne. Ils exploitent cette terre, et on comprend bien ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui veulent un conflit plus large, qui veulent étendre la guerre à la Turquie, à l'Égypte, comme ils en parlaient. La prochaine étape, selon eux, ce sera la Turquie et l'Égypte, après l'Iran. Patrick, do you think with what's going on right now in Lebanon, even Axios reported that the Axios reports that the significant progress has been made. Serious disagreements still exist, including the timing of Israel's full withdrawal from Lebanon and Hezbollah's disarmament and security guarantees. You know, these are all related, I would say. And there is no way, I don't see anything of that sort happen in Israel. La seule raison pour laquelle on a ce genre de discussion aujourd'hui, c'est parce que le Hezbollah est en mesure de riposter. Because Hezbollah is capable of fighting back. Hezbollah is capable of hitting Israel. Le Hezbollah est capable de frapper Israël, l'armée israélienne. C'est pour ça qu'ils demandent plus de négociations, parce qu'en ce moment, ils n'ont pas vraiment d'autres options dans le sud du Liban face au Hezbollah. C'est aussi pour ça qu'on peut dire que l'Iran met la pression sur Donald Trump pour qu'il mette fin à la guerre. L'Iran agit clairement dans ce sens. Mais en même temps,
Israël est dans une situation désespérée dans le sud du Liban. Comme l'a dit l'ambassadeur israélien à l'ONU, ce drone FPV est en train de devenir un vrai désastre pour Israël, et ils n'ont aucune solution à ce problème. Eh bien, il a dit ça, et c'est un vrai problème pour Israël. Les opérations de drones FPV menées par le Hezbollah sont très efficaces. Mais, vous savez, Israël pourrait se retirer militairement de nombreuses positions dans le sud du Liban, sauf qu'il garderait le droit de mener des frappes aériennes sur des cibles à tout moment, à la demande et sans limite de durée. Parce qu'il faut comprendre qu'Israël considère le sud du Liban comme un futur territoire israélien. C'est comme ça qu'ils le voient. Pour eux, c'est une pièce importante dans l'avenir du projet du Grand Israël. Donc si on comprend ça, on voit bien que toute la rhétorique autour des négociations, des retraits ou des accords de paix, en réalité, ils n'ont aucune intention à long terme de respecter quelque accord que ce soit. Ils ont un objectif. Ils veulent toutes ces terres. Ils veulent toutes les ressources qu'elles contiennent. Et ils vont le faire sous un prétexte totalement faux, complètement inventé, celui de leur sécurité, de leur besoin de se sentir en sécurité. Donc, encore une fois, c'est Israël qui dit « nous devons massacrer des milliers d'Arabes. Nous devons prendre et voler toutes leurs terres. Nous devons détruire des centaines de milliers de maisons, comme celles qui ont été détruites dans le sud du Liban. Des centaines de milliers de maisons détruites, des centaines de villages rasés pour qu'Israël puisse se sentir en sécurité. Et ils disent, nous nous réservons le droit de commettre à nouveau un génocide. Encore une fois, c'est un génocide typique, vraiment exemplaire, à la fois dans les actes, dans les mots et dans l'intention, au sens juridique du terme. C'est un génocide type qui se déroule dans le sud du Liban, et ils se réservent le droit de le faire pour se sentir en sécurité. Essayez de comprendre cette logique, c'est tout simplement incroyable. Je dirais donc que toutes les déclarations, même temporaires, de responsables israéliens sont dénuées de sincérité. Ils bougent, ils manœuvrent tactiquement pour passer d'un point A à un point B. Et ils sont prêts à se retirer, comme ils l'ont déjà fait par le passé. Israël s'est déjà retiré, mais ils sont revenus. Et les voilà de Wood to us all. Skimpy, et bien plus marquant. C'est ça, le point essentiel. Il faut prendre un peu de recul, regarder l'histoire sur le long terme. Avant, ils se contentaient d'utiliser une force par procuration, d'agir comme des mandataires au Sud-Liban, et ça convenait très bien à Israël. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de faire ça. Ils l'ont déjà fait dans les années 80 et 90. Ils n'ont plus besoin de le refaire, parce qu'ils ont établi un nouveau cadre de règles. Ce nouveau cadre, c'est qu'ils se réservent le droit d'appliquer une politique de terre brûlée, d'anéantissement total, l'anéantissement complet de villes, de villages, de maisons, d'expulser des populations, de déplacer des millions de personnes. Ils se réservent ce droit et ils ont déjà prouvé qu'ils l'exerçaient à Gaza. Et le précédent, le plus important, c'est qu'aucun pays occidental n'a accepté de les freiner. Donc ils sont libres de commettre à nouveau un génocide, que ce soit en Cisjordanie, au Sud-Liban ou ailleurs. Patrick, quelle est la situation avec Donald Trump et sa guerre en cours contre l'Iran? On a eu plusieurs confrontations. Je crois que récemment, il y en a eu 2, juste la semaine dernière. Et puis, il y a 2 jours, une nouvelle confrontation. Quand on regarde l'ampleur de ce qui se passe, on voit bien que ça ne fait qu'augmenter. Les tensions montent, les attaques se multiplient. C'est pour ça qu'on a vu cette attaque américaine contre un pétrolier. Vous vous souvenez, quand le cessez-le-feu a commencé, ils avaient déjà attaqué plusieurs de ces pétroliers dans le golfe Persique. Mais la réaction de l'Iran
n'avait pas été très agressive, pas comme celle qu'on a vue contre le Koweït et Bahreïn il y a 2 jours. Et c'est bien ça, la réalité de cette escalade dans le Golfe Persique. Alors, vous attaquez un pétrolier, et nous, on va frapper toutes vos bases au Koweït et à Bahreïn. On va même frapper les bases internationales, l'aéroport du Koweït. On ne sait pas si c'était un drone ou un missile iranien. On ne le sait toujours pas. Mais voilà le résultat de ce qui se passe, de cette escalade entre l'Iran et les États-Unis. Et puis, il y a eu le cas du Liban, avec l'Iran qui met la pression, qui dit à Donald Trump et à Israël, « Si vous attaquez Dahiyeh », et on sait à quel point Dahiyeh est peuplé. C'est une zone très dense, on peut même dire une ville, environ 400 000 personnes y vivent, quelque chose comme ça. Et là, on parle d'une sorte d'évacuation annoncée, où les gens doivent quitter leur maison, sortir de la région. Ensuite, l'Iran a annoncé qu'il allait frapper le nord d'Israël. Tout le monde devait évacuer. Puis on a vu une sorte d'appel téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump, et vous savez ce qui s'est passé pendant cet appel. Mais au final, il y a eu un désaccord. Comme vous le voyez, un désaccord. Je ne pense pas que l'Iran se soucie de ce qui se passe avec cet accord. Personne ne s'en soucie. Le Hezbollah ne le reconnaît pas. L'Iran non plus. Il ne voit pas ça comme une étape vers un quelconque accord avec les États-Unis. Mais l'administration Trump, selon vous, comment Donald Trump gère-t-il la question de l'Iran et la situation dans le Golfe Persique? Je pense que vous voyez, le problème ici, c'est que quand on accumule autant de matériel militaire, de puissance et de moyens dans une région, eh bien on se retrouve avec beaucoup d'éléments qui attendent d'être utilisés, qui sont prêts à passer à l'action. Et je crois que les États-Unis ont testé une forme d'escalade contrôlée avec l'Iran pour voir. Peut-être qu'ils cherchent à repérer des faiblesses avant une opération plus importante. C'est toujours possible, et je suis sûr que ça fait partie du plan. Oui, c'est tout à fait attendu. Mais bien sûr, il teste aussi la manière dont l'Iran va réagir à ce genre de provocation, disons, stratégique. Et comme on peut le voir, si la réponse iranienne est forte, comme celle qu'on a observée, alors 2 scénarios sont possibles. Soit l'Iran a réussi à établir une forme de dissuasion, soit la situation peut s'envenimer. Les États-Unis pourraient alors réagir à nouveau, relancer l'escalade. Mais pour le moment, ça semble quand même peu probable. Il me semble, politiquement parlant, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que la fenêtre politique pour une grande riposte des États-Unis est déjà passée. Le problème avec Trump et le gouvernement américain, c'est que plus ils attendent et plus on se rapproche des élections de mi-mandat, moins il y aura de chances qu'une incursion ou un bombardement américain soit perçu comme une victoire. Je veux dire, ils pourraient faire une frappe aérienne symbolique, une autre opération, disons, marteau de minuit. Vous savez, ces noms d'opérations sont vraiment enfantins. Franchement, c'est ridicule d'utiliser ce genre de terme. Mais bon, appelons-la comme ça, marteau de minuit. Il pourrait en faire une autre, et Trump pourrait ensuite déclarer la victoire, disons, à la fin juin, pour le 1er anniversaire. C'est bientôt, non? Donc oui, il pourrait très bien faire ça, et probablement s'en tirer sans trop de problèmes. Dans le monde de Trump, dans le monde américain, enfin, disons à Washington, il pourrait sans doute s'en sortir comme ça. Washington world, you could probably get away with it. And I believe that if you time this, et je pense que si on synchronise ça avec une invasion de Cuba ou une sorte d'attaque contre Cuba, ça pourrait marcher. Parce que les Américains ont une mémoire très courte. Je veux dire, ils peuvent être obsédés par l'Iran pendant 1 an. Et puis dès qu'on leur montre un nouvel objet brillant, tout le monde se tourne vers ça. Les médias vont dire « Cuba, Cuba », et tout deviendra centré sur Cuba. Ou alors, ça pourrait être Taïwan. Ils pourraient tout faire tourner autour de Taïwan. Ils peuvent simplement déplacer l'attention du public. L'Amérique, c'est
L'économie politique américaine fonctionne un peu comme une sorte de culte. Et les médias en font partie, Washington aussi, et ils sont très doués pour manipuler la perception du public et la faire basculer très vite. Et ils pourraient même détourner l'attention vers une personne disparue dans le Colorado, ou, je sais pas, un tueur en série, ou une maladie, un nouveau virus, quelque chose comme ça. Donc, si Trump lançait une sorte d'action militaire symbolique, faisait agiter le drapeau par les médias, enfilait sa veste de pilote et déclarait « Mission accomplie, victoire, combat, 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 en route vers les élections de mi-mandat et allons frapper Cuba pour décrocher une victoire. Gagnons à Cuba. » Eh bien, ça marcherait. Oui, ça marcherait du point de vue américain. Ça fonctionnerait dans le contexte politique des États-Unis. Mais ça ne changerait pas les réalités structurelles de l'Asie de l'Ouest qui ont été transformées pour toujours. Les rapports de force, la répartition du pouvoir au Moyen-Orient, en Asie de l'Ouest, ont été bouleversés, et ça, on ne peut plus le modifier. Et cela inclut le détroit d'Ormuz. Cela inclut l'équilibre des forces dans le Golfe Persique, les relations, la hiérarchie relative entre les Iraniens, les États du Golfe, et aussi Israël. Oui, Israël aussi. Comme tu peux le voir, Nima, Israël et les États-Unis ne comprennent que le langage de la force. Alors, quand l'Iran dit qu'il va viser le nord d'Israël, ou même qu'il menace d'intervenir militairement en frappant des cibles militaires dans le nord, ça inclut aussi les positions militaires situées dans le sud du Liban. Je parle bien de positions israéliennes. Eh bien, les Iraniens pourraient les cibler. Et si on combine ça avec les opérations du Hezbollah, ça pourrait représenter une défaite majeure pour Israël sur le plan militaire. Ils ne pourraient pas faire face. Absolument pas. Et c'est là un point faible. Si l'Iran décidait d'appuyer sur le bouton, les États-Unis ne pourraient pas faire grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Surtout quand on pense à tous les crimes de guerre qu'Israël a commis au Liban, en particulier ces 12 derniers mois. Personne ne va verser une larme, ni éprouver la moindre sympathie pour les Israéliens. Peu importe combien Danny Danon va pleurer au Conseil de sécurité de l'ONU en se plaignant « trop de drones ». Trop de drones. C'est juste un spectacle comique. Ça n'arrivera pas. Donc, à mon avis, c'est un domaine où l'Iran a réussi à instaurer une forme de dissuasion, voire de domination. Et c'est grâce à la menace de la force. En plus, avec le Hezbollah et ce qu'ils font, en frappant les positions israéliennes dans le sud du Liban ou dans le nord d'Israël, c'est dévastateur. L'autre point faible, c'est que comme les États-Unis ont perdu une grande partie de leur capacité opérationnelle pour mener des opérations militaires dans le Golfe Persique, ils se retrouvent avec très peu d'options terrestres dans la région. L'une d'elles, c'est l'aéroport Ben Gurion, qui sert actuellement de base de déploiement pour les Américains. On parle de C-130, de ravitailleurs en vol, tout ça. Donc, c'est un point faible, parce qu'il suffirait à l'Iran de détruire l'aéroport Ben Gurion. Et là, franchement, que feraient les Américains? L'Arabie Saoudite s'est exclue. Ça n'arrivera pas. Al-Udeid, au Qatar, ce n'est pas une option viable. Le Koweït, eh bien, vous nous avez expliqué ce qui s'y est passé et ce qui va continuer à s'y passer. Bahreïn aussi est gravement touché. La base de la 5e flotte à Bahreïn, la base américaine là-bas, a subi de gros dégâts. Et bien sûr, les Émirats arabes unis sont très exposés. Ils ne pourraient sans doute pas supporter beaucoup plus de frappes avant que leur économie ou tout investissement étranger direct ne s'enfuit définitivement du pays. Alors, Israël reste l'un des derniers points d'appui de l'armée américaine, croyez-le ou non. L'idée qu'ils puissent compter sur des groupes aéronavals pour imposer leur présence dans la région, ce n'est pas très réaliste. Pour de nombreuses raisons, militaires, économiques et tout simplement, non, ça ne tient pas. Les États-Unis sont donc aujourd'hui très affaiblis en Asie de l'Ouest, avec beaucoup moins d'options qu'avant.
with fewer options. So if they can't Alors si les États-Unis ne peuvent plus offrir ce parapluie de protection aux Israéliens, c'est fini. Le jeu est terminé pour Israël. Ce pays dépend de la protection américaine et du fait que les États-Unis fassent le gros du travail, soit en attaquant leurs adversaires comme l'Iran, soit en créant une sorte de dissuasion pour protéger Israël dans la région. C'est ça, en réalité, tout l'enjeu de la présence américaine en Asie de l'Ouest. Ce n'est pas pour défendre le pétrodollar, on le voit bien, parce que les États-Unis ne se soucient pas vraiment de ces pays arabes. Ce qui les intéresse, c'est la protection d'Israël. Et ça coûte cher. Bien plus que les 3,8 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Ça, c'est juste sur le papier. C'est la liste de courses qu'Israël va faire chaque année dans l'armurerie de l'oncle Sam, avec un chèque gratuit. Mais ça, c'est seulement une petite partie du vrai coût que les États-Unis supportent pour défendre Israël. Si on additionne toutes ces bases, tous ces déploiements navals, une bonne partie des opérations en Allemagne, à Ramstein et à Stuttgart, une grande partie de tout ça est consacrée aux opérations en Asie de l'Ouest. Et puis il y a la Grèce, plusieurs bases en Italie, un peu partout en Europe et au Royaume-Uni. D'une manière ou d'une autre, une grande partie de ces opérations militaires ont pour objectif principal de protéger Israël, ou, en cas d'hostilité, d'attaquer l'Iran. Ça, c'est devenu très clair depuis le 28 février. Mais quel est le coût de tout ça? Combien ça représente vraiment par an? On parle de 50 milliards de dollars américains par an, voire plus, beaucoup plus, peut-être 100, 150 milliards, je ne sais pas. Comment le calculer exactement? Mais c'est bien plus que 3,8 milliards. Voilà le coût caché de la défense et de la protection d'Israël par les États-Unis. Alors, Israël. Pourquoi les États-Unis ont-ils besoin de défendre et de protéger Israël? Pourquoi? Pour qu'Israël puisse attaquer ses voisins et utiliser les terres et les ressources de la région à son propre avantage. Et le nom de ce projet à long terme, c'est le Grand Israël, que Benjamin Netanyahou a présenté publiquement en septembre. Donc, ce n'est plus un secret. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est la base du soutien américain à Israël. Voilà la vraie discussion. Mais celle qu'on entend dans les médias et dans le débat politique, elle est un peu différente. Cessez-le-feu, accord de paix, question de sécurité, menaces terroristes. C'est ce genre de faux débat qu'on doit supporter tous les jours, quand on vit en Occident, en écoutant nos gouvernements, en écoutant ce clone, Netanyahou, malheureusement. Mais la vraie histoire, c'est bien celle que je viens d'expliquer. Je pense que ce que vous avez dit à propos de l'aéroport Ben Gurion est vraiment important. S'il se passait quelque chose entre Israël et l'Iran, il pourrait frapper l'aéroport Ben Gurion. Et on voit bien ce qui se passe. Il y a beaucoup d'avions là-bas, à l'aéroport Ben Gurion. Ils sont à découvert, et Israël pourrait être touché. Ce serait une catastrophe pour Donald Trump si un tel scénario se produisait. Alors, je veux dire, imaginez combien de temps il faudrait pour déployer 60 avions ravitailleurs américains. Ils sont déjà sur le tarmac, d'ailleurs, occupant de la place qui normalement serait utilisée par des compagnies aériennes commerciales. Ça veut dire que des centaines, voire des milliers de vols ont été annulés. Les routes commerciales habituelles ont été suspendues pour faire de la place à l'armée américaine à Ben Gurion. C'est ce qu'on a vu cette semaine, d'accord? Maintenant, combien de temps faudrait-il pour les déployer en cas d'attaque de missiles iraniens? Pour préparer les équipages, à moins qu'ils soient prêts à décoller à tout moment, ce qui n'est pas certain, mais admettons qu'ils le soient, il faudrait environ 20 minutes. Et le temps de vol d'un missile iranien, c'est combien? 20 minutes? 20? 25? C'est à peu près le même ordre de grandeur. Donc, si les Iraniens décidaient que l'aéroport Ben Gurion est à l'origine de beaucoup de problèmes,
is the source of a lot of And they problems. don't have. Et ils n'ont pas, pardon de vous interrompre, ils n'ont pas les systèmes d'alerte précoce qu'ils avaient dans le Golfe Persique. Ils ne savent pas si un missile arrive. If the missile is coming. That's right. And a lot of those capabilities have been taken C'est ça. Et beaucoup de ces capacités ont déjà été retirées auparavant. Donc oui, c'est une énorme faiblesse, très visible. De toute façon, ce n'est jamais bon de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais malheureusement, les États-Unis n'ont pas beaucoup d'options. Dans le Golfe Persique, il n'y a plus de dissuasion américaine. Ils ne peuvent plus montrer leur force au Moyen-Orient comme ils le faisaient avant. Et c'est parce que l'Iran a montré au monde et à la région qu'il est prêt à se défendre et à utiliser la force contre les États-Unis. Ils ont encaissé, sans broncher, les meilleures frappes conventionnelles que les États-Unis pouvaient leur infliger, à 100%. Et franchement, les meilleures frappes conventionnelles qu'Israël pouvait aussi leur infliger. L'Iran a tenu face aux deux. Iran's taken from both of them. No other country in the world has taken. Aucun autre pays au monde n'a subi une action directe, une véritable intervention militaire conventionnelle de la part des États-Unis et d'Israël. Mais si on parle uniquement des États-Unis, non. La Russie n'a jamais eu à y faire face. La Chine non plus. Aucun pays n'a affronté ça et réussi à tenir le coup, à riposter et à infliger de lourds dégâts aux États-Unis. Montrez-moi un seul pays au monde qui ait déjà fait ça. Depuis, je ne sais pas. La Seconde Guerre mondiale. Peut-être le Japon, oui. Et en Europe continentale, peut-être l'Allemagne. Mais ça remonte à longtemps. Environ 80 ans, non? Et dans les 60 dernières années, le Vietnam, c'est une autre histoire. Mais si on parle de la version moderne, avec les armes de haute technologie et la guerre guidée par satellite, personne ne l'a fait. Warfare. Nobody has. Yeah, we'll put Vietnam in that category. Sure. Oui, on peut mettre le Vietnam dans cette catégorie, bien sûr. La Corée aussi. Mais récemment, ces 40-50 dernières années, personne, seulement l'Iran, debout, en train de riposter et de causer des dégâts. Donc, les États-Unis sont dans une position très faible. Et voilà le point principal qu'il faut retenir, Nima, que tout le monde doit retenir. Posez la question la plus simple. Une question toute simple à n'importe quel responsable américain. Est-ce que vous êtes dans une meilleure position aujourd'hui, en juin 2026, que vous ne l'étiez le 27 février 2026? Et la réponse, c'est que, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, géopolitiquement dans la région, la réponse est non. Vous ne l'êtes pas. Alors, qui est en train de gagner? Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. I rest my case. Et Patrick, est-ce que tu penses que Donald Trump en est arrivé au point où la poursuite de la guerre pourrait aggraver ses problèmes, ou pas encore? Pas encore. Il s'en approche, mais il n'y est pas encore. Quelle est ton évaluation de la situation actuelle avec l'administration Trump, dont on sait qu'elle est entièrement influencée par les sionistes aux États-Unis comme à l'extérieur? Je pense que Trump, avec tous ses nombreux défauts, ses traits de personnalité problématiques et son narcissisme, est quelqu'un qui suit de très près les sondages. Il y prête vraiment attention, et les sondages sont très clairs. Ils sont très clairs sur cette guerre, sur la façon dont elle a affecté l'administration. On le tient pour responsable de la privation économique en cours et qui risque de s'aggraver sérieusement dans les prochaines semaines, alors que les États-Unis, et le monde entier d'ailleurs, entrent dans une spirale économique complète à cause d'énormes pénuries de carburant, d'énergie, de kérosène, de pétrole, de gaz, d'engrais et de crise alimentaire, avec une inflation sur les produits alimentaires. Tout ça, c'est déjà en place maintenant. C'est inévitable. Et il va en être tenu pour responsable. Il doit en être tenu pour responsable. Lui et Israël doivent être tenus responsables de tout ça. Et ils le seront. Et il le sait. Alors maintenant, Trump se retrouve dans une position assez unique,
où la réalité finit par le rattraper. Et plutôt que de croire qu'il va arracher la victoire aux griffes de la défaite, il cherche sans doute, de façon plus pragmatique, à limiter les dégâts. Il passe en mode communication de crise pour essayer de fabriquer une sorte de victoire, symbolique, médiatique, virtuelle si on veut, avant de se concentrer sur la catastrophe politique intérieure qui s'annonce pour les élections de mi-mandat. Les sondages sont catastrophiques pour les républicains. The polling is devastating for Republicans. They will lose the House and the Senate. Ils vont perdre la Chambre et le Sénat, et de façon massive. Ça va être une véritable débâcle. Si on se fie aux sondages d'aujourd'hui, oui, ce sera une débâcle, et ce sera dévastateur. Déjà, les candidats soutenus par Trump, qu'ils soient candidats au poste de gouverneur ou à d'autres fonctions, ne s'en sortent pas bien. Certains ont déjà perdu leur primaire ou leur élection. Les candidats soutenus par l'AIPAC ou par Israël perdent aussi. Donc, ça ne s'annonce pas bien. Je pense que le public a compris. La résolution sur les pouvoirs de guerre a été adoptée à la Chambre cette semaine. Et pendant que Thomas Massie a été battu par le lobby israélien, qui a dépensé 35 millions de dollars pour le faire sortir de la Chambre des représentants, la résolution sur les pouvoirs de guerre de Thomas Massie, elle, a été adoptée cette semaine. C'est une victoire énorme. Et c'est une première, en fait. Ça n'était jamais arrivé avant. Maintenant, le président ne pourra pas opposer son veto parce que, techniquement, c'est ce qu'on appelle une résolution concurrente. Donc, je ne pense pas qu'il puisse... Non, il ne pourra pas faire ça. Le Sénat, lui, a adopté une résolution similaire. Donc oui, ils veulent limiter le pouvoir de Trump sur ce point-là. Une résolution conjointe, elle, pourrait être soumise à un veto, c'est une question technique. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a eu assez de républicains dissidents pour que ces majorités se forment. Et ça, ce n'était même pas le cas il y a 2 mois. Voilà, c'est ça la différence. Et s'il oppose son veto à la résolution du Sénat, ou à quoi que ce soit de ce genre, ou même s'il essaie de le faire, ce sera une corde politique autour de son cou, parce que ça ne fera que renforcer l'idée qu'il est un président belliciste, qu'il a provoqué toutes ces difficultés économiques pour l'Amérique et pour le monde à cause de son goût pour la guerre, en gros, et parce qu'il se comporte comme un pantin de Netanyahou et du lobby israélien. Et vous savez, il n'y a plus vraiment de secret maintenant. Trump est une véritable marionnette du lobby israélien et de la classe des milliardaires israéliens, menée par Myriam Adelson, Ronald Lauder et tout le reste. Sans parler des fils encore bien présents de Jeffrey Epstein, qui gardent des connexions directes avec Trump lui-même, avec toute la Maison-Blanche, la moitié de son cabinet et tout un tas d'autres personnes influentes. And a whole bunch of other people that matter. So that's just a reality that C'est la réalité, tout simplement. Le fait qu'il s'oppose au processus démocratique, que ce soit à la Chambre ou au Sénat, pour empêcher qu'on limite le président dans cette guerre sans fin et toutes ces frappes aériennes contre l'Iran, ça ne fera qu'encore plus resserrer le nœud politique autour de son propre cou, surtout à l'approche des élections de mi-mandat. Et son héritage, lui, il est gravé dans la pierre. Il ne peut pas y échapper. Donald Trump, c'est inévitable. Il restera dans l'histoire comme le pire président des États-Unis de tous les temps. C'est inévitable. On pourrait déjà faire la plaque, la poser là où elle doit aller. C'est écrit. Il ne peut plus y échapper maintenant. Et lui, il pense qu'il va avoir son visage sur le mont Rushmore, à côté d'Abraham Lincoln. Next to Abe Lincoln. No. Il le pensait vraiment. Il croyait vraiment que cette guerre contre l'Iran allait lui apporter ça. Yeah, a golden statue, Oui, une statue dorée. Voilà la réalité. Il faut limiter la casse. C'est ça, la réalité politique. Et ce n'est pas un mode de fonctionnement auquel Trump est habitué. Depuis 1 an et demi, il a réussi à imposer sa volonté. Et maintenant, le retour de bâton est arrivé. Et si ce retour de bâton est sévère, d'autres alliés de Trump vont tomber les uns après les autres. Et il va se retrouver de plus en plus isolé. C'est une position très, très inconfortable.
est franchement peu enviable pour un président des États-Unis. Et c'est un peu ce qu'il attend après les élections de mi-mandat, un isolement croissant et une procédure de destitution. Il ne sera peut-être pas condamné au Sénat, même si ça pourrait être serré après les midterms, mais il devra passer par tout le cirque des auditions de destitution. Et cette fois, ils ont de vraies preuves, contrairement au premier mandat, où les deux procédures de destitution étaient en grande partie fabriquées, des dossiers très faibles, surtout liés à l'Ukraine pour l'une, et je crois au 6 janvier pour l'autre. Là, on parle de preuves concrètes de corruption, de délits d'initiés, de détournement, de népotisme concernant sa famille, sans parler des transactions sur Polymarket et de toutes ces manipulations. Autrement dit, il ne manque pas de points d'attaque que l'opposition peut utiliser pour lui rendre la vie difficile pendant la procédure de destitution. Et je sais aussi que beaucoup de ses alliés et de membres de sa famille sont eux aussi en difficulté. C'est un fait. Et je pense que, pour lui, enfin, il a dit quelque chose. La dernière chose que je dirais, c'est que ça mérite d'être souligné. L'autre jour, pendant qu'il se vantait de son projet de salle de bal devant les médias, il a fait une déclaration que personne n'avait encore entendue. Il a dit « Je ne pourrais pas profiter de toute cette salle de bal, du bunker en dessous et de tout ça. Je ne le ferai pas parce que je serai parti d'ici à ce que ce soit terminé. Je ne serai plus en fonction. » Il n'avait jamais dit ouvertement qu'il ne serait plus en fonction auparavant. Il y avait toujours cette idée qui traînait, que Steve Bannon et d'autres faisaient circuler, selon laquelle Trump obtiendrait un troisième mandat en changeant les règles, la loi, ou avec un nouvel amendement, peu importe. Donc c'est la première fois, la semaine dernière, que Trump a reconnu qu'il n'avait aucune intention d'un troisième mandat. C'est intéressant. Je ne l'avais jamais entendu dire ça avant. Je considère que c'est un point politiquement significatif. Mais ça veut aussi dire, je pense, qu'il estime sans doute avoir assez d'argent, qu'il a mis de côté suffisamment de milliards pour être à l'abri et qu'il pourra vivre de manière assez autonome, avec une base de pouvoir indépendante, une fois qu'il aura quitté ses fonctions. Parce qu'il va être attaqué sur le plan juridique comme sur le plan politique. Il va devenir une figure très impopulaire. Il ne pourra plus voyager nulle part. On le traitera bien plus durement que George Bush après la fin de son deuxième mandat. Les gens seront beaucoup plus hostiles envers Trump, et pas seulement aux États-Unis. Il ne sera le bienvenu nulle part dans le monde. Le seul endroit où il pourrait peut-être être accueilli, c'est en Israël, si ce pays existe encore dans 5 ans, ou au moment où il quittera ses fonctions. Il va passer des moments très difficiles. Il sera traité un peu comme Tony Blair l'a été au Royaume-Uni après la guerre en Irak. Tony Blair a passé la plupart de son temps hors du pays après la guerre, parce que des citoyens tentaient de l'arrêter. Il ne pouvait aller nulle part sans être confronté. Il était tout simplement détesté par le public britannique parce qu'il avait menti au pays pour l'entraîner dans la guerre en Irak, puis menti encore après coup. Il est devenu, en gros, la figure politique la plus impopulaire et la plus haïe de l'histoire britannique. Alors, Trump sera probablement perçu de la même façon quand il quittera ses fonctions, à moins qu'il ne vive une sorte de conversion spectaculaire, qu'il se convertisse à « je ne sais même pas quelle religion il pratique ». Personne ne le sait. Mais peut-être qu'il se convertira à quelque chose, deviendra un homme pieux et essaiera de racheter tous ses péchés. Franchement, j'ai du mal à y croire. La carapace narcissique de ce type est bien trop épaisse, trop dure. À ce stade de sa vie, s'il ne comprend toujours pas, il ne comprendra jamais. Much to the chagrin of those who are believing in, QAnon world that Trump's going to, it's all, you make it all right somehow. Trust the plan. That's what Pete Hegseth tweeted out the other day. Trust the plan.
I don't think so. I don't think so. It's going to be very unpopular. All of his statues, he's rushing to erect statues, if you noticed. He's putting these things up everywhere because he knows he's not going to be able to do anything when he gets out of office. And anything he does put up is going to need 24/7 security protection because the activists and protesters are going to either deface it with graffiti or put a rope around it and pull it down. And that's just a reality. He will not be able to guard all of his monuments and statues. It will cost millions. And, Ça va coûter des millions chaque année, rien que pour surveiller tous les monuments qu'il a fait ériger à sa propre gloire pendant qu'il est encore président. Ce qui est quand même étrange. D'habitude, on ne fait pas ça avant d'avoir terminé son mandat. On ne met pas son nom sur des bâtiments comme le Kennedy Center quand on est encore en fonction. Ce n'est pas la tradition normale aux États-Unis. Mais lui, il est pressé parce qu'il sait qu'une fois parti, il n'aura plus accès à ce genre d'embellissement. Alors, il essaie d'en faire le plus possible, de mettre son nom partout tant qu'il le peut. La seule chose qu'il aura, il n'aura pas d'aéroport à son nom. Il aura l'aéroport de West Palm Beach, un tout petit aéroport juste à côté de la maison de Jeffrey Epstein. C'est tout ce qu'il aura, malheureusement. Donc oui, politiquement, c'est une sacrée histoire. Une sacrée histoire. Patrick, avant de conclure, qui est selon toi la figure la plus forte au sein de l'administration Trump? En mettant Donald Trump lui-même de côté, on parlait de plusieurs personnes depuis que cette administration a pris ses fonctions aux États-Unis. On a parlé de J.D. Vance, il a disparu de la scène, Tulsi Gabbard aussi, elle est partie. Et beaucoup de gens faisaient partie de cette administration, mais ils ne sont plus là. Marco Rubio, rien. Je ne pense pas que ce type ait quoi que ce soit à voir avec la politique étrangère du Conseil de sécurité nationale. Il se contente juste de suivre les règles de l'establishment. Just following the rules of the establishment. And we have Pete Hegseth, who's somehow... Et on a Pete Hegseth, qui d'une certaine façon, tu vois, se comporte comme s'il dirigeait le Pentagone, alors qu'en réalité, il n'est rien. Enfin, c'est personne à Washington, à mon avis. Et il suit exactement la même ligne que Rubio. Et puis quand on parle d'autres personnes, surtout celles qui agissent en coulisses, comme Stephen Miller, avec Jared Kushner. Jared Kushner ne fait pas partie de l'administration. Mais quand tu mets Jared Kushner et Stephen Miller ensemble, à mon avis, ils ont tout le pouvoir. Quelle est ta lecture de ça? What is your understanding of that? Eh bien, si on parle de la personne la plus forte, la plus influente dans l'administration, je pense que vous avez vu juste. Sur le long terme, en matière de pouvoir, et surtout en restant autant dans l'ombre, c'est probablement Jared Kushner. Il a réussi à soutirer pas mal d'argent grâce à son influence, en obtenant des fonds des Saoudiens, des Émiratis, pour alimenter son fonds d'investissement Affinity. Et Kushner transforme tout ça en véritables actifs et en pouvoir réel à l'international. Il sera affaibli par ses liens avec Israël, sa proximité avec Netanyahou et bien sûr avec Trump. Mais il reste quand même quelqu'un qui garde beaucoup de poids, même après le départ de Trump. Je ne pense pas qu'il transformera ça en pouvoir politique. En revanche, il peut clairement jouer le rôle de faiseur de roi. Although he can be a kingmaker. J.D. Vance était sans doute la personne la plus prometteuse de l'administration, mais il a choisi d'être loyal à Trump. En réalité, le vrai pouvoir, avec Trump, puis après Trump, aurait été de s'opposer à lui au sein même de l'administration. Et J.D. Vance a tout gâché, sans doute parce qu'il est simplement trop jeune. C'est un enfant. Il a 41 ans. Mais en politique, c'est un gamin. C'est un adolescent. Il s'habille comme un adolescent et il parle. Il agit un peu comme un adolescent. Du coup, il n'a pas vraiment de gravitas, pas de vraie profondeur. C'est du faux. Peter Thiel et ses soutiens ont probablement cru qu'ils pouvaient faire de J.D. Vance une sorte d'Obama blanc, un personnage d'Obama blanc. C'est la meilleure façon de le décrire.
une version blanche d'Obama. C'est l'outil parfait de l'establishment parce qu'il n'a pas de conviction réelle, pas de principe. C'est juste un bon parleur. Et Obama, c'était pareil. Obama, c'était un orateur incroyable. Personne ne savait parler comme lui. Il avait un vrai talent. Mais on pouvait projeter sur Obama n'importe quelle idée, n'importe quel principe, et il s'adaptait aussitôt pour devenir ça. C'est ce qui a fait de lui un instrument efficace de l'establishment, Obama. Il savait parler à la classe ouvrière, créer un lien avec elle parce qu'il prenait un accent afro-américain un peu de quartier. Puis, une minute plus tard, il passait à quelque chose de plus sophistiqué. S'il s'adressait à un autre public, à Wall Street par exemple. Il était très polyvalent. Vance fait la même chose. Il essaye de parler aux Blancs déclassés de la Rust Belt, en faisant semblant d'être l'un des leurs. Et puis, il peut aussi aller parler à l'oligarchie de la tech pour montrer sa loyauté envers la technocratie et à Wall Street aussi. Mais comme il s'est tellement accroché à Trump et qu'il avait peur de le critiquer, de peur que Trump ne le traîne dans la boue et ne l'humilie publiquement, parce que c'est exactement ce que Trump fait à quiconque n'est pas d'accord avec lui, eh bien Trump dit « tu dois m'être loyal ». Même si, imaginons, Trump se retrouvait dehors, avec, je sais pas, une mitrailleuse automatique, en plein milieu de Times Square, et qui tuait, disons, 200 personnes. Tout son cabinet serait là à dire « Non, Trump n'a en réalité tué personne. Nous restons loyaux au président. Nous sommes certains qu'il pensait faire ce qu'il fallait. » Même s'il commettait un massacre devant tout le monde. C'est à ce point-là qu'il faut être complètement aveugle quand on est dans le camp de Trump. Il faut montrer une loyauté totale, même si votre président est un criminel de guerre assoiffé de sang et qu'il a perdu la tête en cours de route. Voilà le problème avec Trump. Il ne choisit que des gens qu'il peut manipuler pour qu'ils lui soient totalement fidèles. Trump sacrifie le talent, les compétences et les capacités au profit de ce qu'il appelle la loyauté. C'est un peu comme une structure d'entreprise autoritaire. Donald Trump, c'est le PDG. Et tout le monde répond « Oui, monsieur, bien sûr, monsieur, tout de suite, monsieur ». Si vous ne jouez pas à ce jeu-là, vous ne pouvez pas faire partie de l'équipe. Autrement dit, c'est pas bon pour votre avenir politique d'être dans l'administration Trump. Donc, toute personne qui a fait partie de l'administration Trump sera considérée comme grillée, exactement de la même façon que tous ceux qui avaient travaillé avec Richard Nixon au début des années 70. À l'époque, on les voyait comme des gens compromis, et très peu ont réussi à s'en sortir. Ceux qui ont survécu à l'administration Nixon ou au scandale du Watergate ont dû attendre 20, 30, parfois 40 ans avant de pouvoir revenir en politique et enfin se débarrasser de cette étiquette liée à Watergate et à Nixon. Ce sera pareil avec Trump. Ils devront se réinventer. Rubio, par exemple. Rubio pourrait se lancer dans une campagne présidentielle en 2028 et je suis sûr que c'est quelque chose qu'il aimerait faire. Je suis sûr que Paul Singer et le lobby israélien lui ont promis qu'ils le soutiendraient là-dedans. Mais il s'est déjà présenté en 2016 et il a donné une impression assez immature, un peu mesquine, pas très sympathique et un peu comme un petit opérateur nerveux. Il n'a pas vraiment les traits de personnalité du mâle alpha que je pense l'Amérique aime généralement voir, ni cette image de personne stable. Et puis Rubio est aussi très petit physiquement. Il doit porter des talonnettes. Ce n'est pas un grand gabarit, un peu comme Ron DeSantis, assez petit lui aussi. Du coup, sur scène, pendant les débats, ils paraissent toujours un peu petits, et ça pose problème. Ça a déjà été un problème pour Mike Dukakis. Je pourrais citer plein d'autres personnes pour qui ça a posé problème. Et malheureusement, les Américains sont très superficiels quand il s'agit d'image et de ce qu'ils attendent d'un dirigeant.
Donc, Tulsi Gabbard, elle aurait pu, si elle avait démissionné l'an dernier, quand Trump l'a complètement lâchée. Elle avait présenté une évaluation des renseignements, disant que l'Iran ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire. Et Trump, en gros, a dit « Je me fiche de ce que disent Tulsi Gabbard, la CIA ou le directeur national du renseignement. Je m'en fiche. J'ai mes renseignements israéliens, ils sont à 2 semaines d'avoir la bombe, et on va les attaquer. » Donc, si Tulsi avait démissionné à ce moment-là, elle se serait positionnée pour une campagne très très solide en 2028. Mais à la place, elle a fait comme J.D. Vance et elle a choisi de montrer sa loyauté envers le président, même si elle-même est complice de crimes de guerre, en ne s'opposant pas à ce qui était clairement de fausses informations israéliennes, utilisées délibérément pour contourner son propre bureau et aller directement sur le bureau du président, dans le bureau ovale. On le sait, grâce à Joe Kent. D'accord? Et aujourd'hui, la personne issue de son cabinet qui a gagné le plus de crédibilité et de soutien populaire, c'est Joe Kent. Parce qu'il est parti, parce qu'il n'était pas d'accord avec Trump, parce qu'il n'a pas joué le jeu de la loyauté. Résultat, sa cote est montée, celle de Tulsi a baissé et celle de J.D. Vance aussi. Rubio continue de chuter. Même s'il essaie de garder ses distances avec Trump, il a longtemps évité de se mêler de la question du président iranien, préférant se concentrer sur son rôle de vice-roi de l'Amérique latine, parce qu'il pensait que ça servait mieux son image. Mais il ne peut pas. Tu vois, il est secrétaire d'État. On ne peut pas fuir indéfiniment le point de tension géopolitique le plus important de la planète. Alors maintenant, Rubio est ramené de force dans la discussion sur l'Iran et il a vraiment mauvaise mine. On dirait qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il ment pour le président. Il passe pour un parfait hypocrite. Bref, tout ça, c'est très mauvais pour lui. Et puis l'autre chose, Nima, c'est qu'habituellement aux États-Unis, Pete Hegseth, c'est juste un numéro de second plan. Il restera dans l'histoire des États-Unis comme une mauvaise blague. C'est là qu'il va finir. Il aura de la chance s'il échappe à un tribunal pour crime de guerre ou à autre chose, parce que c'est une catastrophe. C'est un échec total comme secrétaire à la défense, ou, comme il dit, secrétaire à la guerre. Pete Hegseth a supervisé la plus grande perte d'appareils américains et de matériel militaire de l'histoire récente, et une déplétion absurde, complète, des armements et des stocks militaires américains au cours de ces 3 derniers mois. Il a mis les États-Unis dans une position extrêmement vulnérable sur la scène mondiale, sous son département de la défense, ou département de la guerre, comme il l'appelle. C'est un échec total à la tête du Pentagone. C'est donc le pire secrétaire à la défense ou secrétaire à la guerre de toute l'histoire américaine. Le pire. De toute façon, il n'est pas qualifié pour ce poste. Et franchement, qu'est-ce que vous attendiez quand on envoie un gamin faire le travail d'un adulte? Mais encore une fois, Pete Hegseth joue la carte de la loyauté. S'il s'était opposé au président, il serait devenu un héros, vous voyez? Ça montre bien la corruption de cette hiérarchie à la Trump et à quel point elle ne sert pas les intérêts de ces gens-là. Stephen Miller, lui, peut quitter le navire à tout moment. D'ailleurs, c'est un choix du lobby israélien au sein du cabinet. Donc il est libre, il peut se retirer, partir et faire autre chose s'il en a envie. Peut-être qu'il retournera enfin décrocher un diplôme de droit qu'il n'a pas, à ma connaissance. Il dirigeait America First Legal, sans avoir de diplôme de droit, mais bon, c'est typique de Trump. Il a des gens totalement non qualifiés à des postes bien au-dessus de leur niveau, de leur salaire, et ils sont promus bien au-delà de leurs compétences. Mais bon, c'est typique du monde de Trump. Alors oui, je pense que s'il y a une autre personne qui pourrait s'en sortir dans cette histoire, je ne suis pas sûr. Pas RFK. Lui aussi, il est hors jeu. Regardez, RFK, Robert F. Kennedy Jr., qui est, soit dit en passant, un sioniste convaincu,
C'est un peu embarrassant, mais bref. Il est géré par le rabbin Shmuley Boteach, en quelque sorte comme son conseiller israélien. Il avait bien lancé sa campagne pour la présidence en tant que démocrate, puis il a dû passer en indépendant. Et rien qu'avec le nom Kennedy, il aurait pu obtenir un bon pourcentage des voix. Mais ensuite, Trump l'a récupéré, comme il l'a fait avec Tulsi Gabbard, et il l'a placé dans un poste au gouvernement à la tête du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, Trump a pris un potentiel rival politique au sein du mouvement MAGA, il l'a récupéré et il l'a placé à la tête d'une agence gouvernementale. Et on ne peut pas passer directement d'une agence gouvernementale à une candidature à la présidence. On ne peut pas quitter le poste de directeur du renseignement national pour se présenter à la présidentielle. C'est déjà difficile de le faire en venant du poste de secrétaire d'État. Et après Trump, les Américains voudront sans doute des politiciens plus normaux. Ils vont chercher des gens qui sont gouverneurs ou qui viennent du Sénat, peut-être même du Congrès. Peut-être qu'ils voudront quelqu'un qui représente davantage le peuple, comme Thomas Massie ou Marjorie Taylor Greene. Peut-être qu'ils voudront plus de responsabilités démocratiques et qu'ils regarderont ce parcours-là. Gavin Newsom aussi, d'ailleurs. Ce sont des personnes qui pourraient avoir un attrait plus large après cette expérience d'avoir eu un acteur de télé-réalité à la Maison-Blanche. En un sens, Trump, c'est un peu comme Zelensky. Tu sais, il vient de la télévision. L'Amérique va sans doute vouloir quelque chose de plus stable, quelque chose sur lequel elle peut compter. Un gouverneur, un sénateur, quelqu'un qui n'est pas lié à Trump. Je pense que c'est ce qui aura le plus d'attrait pour le plus grand nombre d'électeurs. Quand Trump en aura fini, il sera difficile de trouver quelqu'un qui admette l'avoir soutenu sérieusement. Je veux dire, c'est à quel point son image politique va être abîmée après 3 ans. Donc, quand on arrivera à 2028, les gens se diront juste « Mon Dieu, j'ai hâte que ça se termine ». Ce sera un peu comme avec Biden. Tout le monde regardera sa montre en attendant la suite. Oui, dans une semaine, il sera parti, tu vois. C'est comme ça que les choses vont se passer. Donc oui, encore une fois, il avait l'occasion de désigner un successeur. Mais le paradoxe, c'est que dans le monde de Trump, ta loyauté envers Trump, c'est justement ce qui te perdra politiquement, tout simplement. Si Rubio s'était opposé à lui, s'il y avait eu une vraie rupture, un affrontement, mais Rubio ne peut pas, parce qu'il a déjà joué sa carte de va-t-en-guerre. Du coup, il ne peut pas se repositionner de manière crédible comme quelqu'un qui croit au droit international ou comme quelqu'un qui se soucie des gens. Il a clairement montré, pendant les 18 premiers mois de cette administration, qu'il n'était rien de tout ça. Donc, à mon avis, il est fini. Mais ce que le lobby israélien fait très bien, c'est qu'avant chaque élection, d'ailleurs, ça peut être une élection au Sénat ou bien au Congrès. Ils vont voir les candidats démocrates, les deux, et les républicains aussi. Ils les soutiennent tous. Ils leur promettent monts et merveilles, à chacun, parce qu'ils savent que peu importe qui gagne, ils auront leur personne en place. Alors, ils ont promis leur soutien à Rubio pour 2028. Ils l'ont aussi promis à Tulsi Gabbard, à J.D. Vance, et sans doute à quelques autres, probablement Ted Cruz aussi. En gros, ils ont déjà misé sur tous leurs chevaux. Et pour tous ceux qui se présenteront ensuite, ils feront pareil. AOC, du côté démocrate par exemple. Voilà comment ils fonctionnent. Et donc, chacun est convaincu qu'il va bénéficier du soutien de cette force puissante. Et ça les maintient dans la ligne. Ça les pousse à rester disciplinés, à ne pas sortir du cadre du discours politique acceptable. Parce qu'ils savent que, tant qu'ils pensent avoir encore une chance pour la prochaine élection, les Adelson, ou le lobby, disons-le comme ça, vont leur donner une opportunité, les soutenir, signer les gros chèques, leur donner l'influence nécessaire pour accéder au pouvoir.
Mais le problème, c'est qu'Israël a fait cette promesse à tellement de gens différents. Et ils ne sont fidèles ni aux républicains, ni aux démocrates. Le lobby israélien, son rôle, c'est de couvrir tous les fronts. C'est leur boulot de faire en sorte que peu importe qui gagne, ce soit bon pour Israël. Voilà. Donc ils s'en fichent que ce soit un vert, un indépendant, un républicain ou un démocrate. Ça n'a aucune importance. MAGA, pas MAGA, Rhino, peu importe. Ça ne change rien. Gardez juste ça en tête quand vous regardez le paysage politique. De temps en temps, un outsider débarque, Ron Paul par exemple, quelqu'un comme ça. Thomas Massie pourrait être cet outsider. Il ne sera pas si dans l'ombre que ça. D'ailleurs, il s'est déjà fait un nom énorme. Moi, franchement, je donne à Thomas Massie autant de chances que n'importe qui d'atteindre les 30-35% qu'il faut pour être crédible. Je pense qu'il l'a, oui, qu'il a la capacité de faire ça. Franchement, je ne vois personne d'autre qui puisse le faire de manière crédible, surtout auprès des jeunes, la génération Z. Thomas Massie parle à beaucoup de jeunes de cette génération, alors que J.D. Vance, pas du tout. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais la politique américaine, en ce moment, c'est un vrai désastre. J'en parle comme si c'était de la politique normale, mais ça ne l'est pas. C'est une catastrophe. On verra bien comment les choses évoluent. Ce sera intéressant de voir qui va émerger comme grande voix après les élections de mi-mandat, et ça en dira long. Mais concernant Trump, son héritage et tous ceux qui lui sont liés, je pense que là, c'est déjà plié. Thank you so much, Patrick, for being with us today. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Avant de conclure, rendez-vous sur 21st Century Wire, où vous pouvez suivre Patrick, ou bien sur patrickhenningsen.substack.com. Vous pourrez le suivre là-bas aussi. Je mettrai les liens vers la vidéo YouTube de Patrick, ainsi que tous les liens vers Substack et 21st Century Wire dans la description de cette vidéo. Vous pourrez suivre Patrick grâce à ces liens. Merci encore, Patrick. Thank you so much, Patrick. Avec plaisir. Merci, Nima.